Impressionnant, le système aérien Kram des États-Unis, un système qui est actuellement utilisé là-bas à Erbil, en Irak. Apparemment, cela se passerait près d'un consulat des États-Unis à cause d'une attaque présumée. Et c'est un système qui se défend contre les drones ou contre les attaques aériennes. Cela attire l'attention, voyons ce que l'on sait, ce qui est confirmé. Dans quelques instants, nous verrons les détails de ce qui se passe dans le monde. Un grand merci à ceux qui nous accompagnent en direct. Voyons une autre image surprenante. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Une autre attaque à Erbil, dans le nord-est de l'Irak. Ce soir même, cette attaque-ci, oui, il y en a eu plusieurs. Nous allons maintenant détailler plusieurs attaques qui ont eu lieu. Eh bien, voilà la situation. Salutations à Nico et à tous ceux qui arrivent. Regardez une autre image aussi, c'est surprenant. C'est une image qui, eh bien, serait également prise à Erbil, par des drones, il s'assure. Plusieurs impacts à différents endroits de la ville. Pour l'instant, il n'est pas confirmé si le consulat a été touché, il semble que ce soit juste à côté, rien de plus. Mais bon, évidemment, c'est énorme. Et bon, ce genre d'attaque n'est généralement pas confirmé, même si c'était vraiment le consulat, ce n'est souvent pas confirmé, même 10 jours ou des semaines après. Donc voilà, ça aussi. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très concret ou s'il y aura des images, mais ce qu'on sait d'emblée, c'est que les attaques ont lieu en Irak. Attention, ce n'est pas en Iran, c'est en Irak. Et donc on commence déjà à avoir du mouvement dans ce sens aussi. Bon, eh bien, un autre sujet, un autre thème qui attire l'attention, cela date d'il y a quelques jours, mais nous devions encore montrer l'image. Eh bien, voici deux des personnages les plus connus. En matière de dictature, il s'agit des deux dictatures les plus célèbres du monde, le dirigeant de la Biélorussie et le dirigeant de la Corée du Nord. Eh bien, ils s'offrent une petite arme pour que le gamin s'amuse. Voilà comment on se fait des petits cadeaux, évidemment. Eh bien, cette approche entre ces deux nations attire aussi l'attention. Cela ne passe pas inaperçu. Ce qui est impressionnant, ce sont les manifestations là-bas à Chicago. Eh bien, il y en a dans différentes parties des États-Unis, mais à Chicago, elles sont impressionnantes. On estime à 9 millions, dans tous les États-Unis, 9 millions de personnes qui protestent contre, eh bien, l'IS, la guerre et d'autres choses encore. Évidemment, il y en a eu de toutes sortes. Il y a eu des manifestations. Celle-ci à New York, par exemple. Oui, celle-là, c'est celle de Dallas. Celle-ci est de Dallas, au Texas. Celle-ci, il me semble, celles-ci sont... D'où viennent-elles? Celle-là, c'est à... Ah oui, à San Antonio. San Antonio, Texas, merci. Ça se voit, hein? Oui, il y a en espagnol, pas beaucoup de monde. Il y a aussi d'autres images, eh bien celle-là dans The Freedom News, montre les manifestations. Là-bas à New York aussi, eh bien celle-ci aussi vient de New York, et donc à différents endroits des États-Unis, il montrerait ces manifestations. Aussi, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ici, Nous parlons de l'attaque dont nous avons parlé hier en Arabie Saoudite qui aurait blessé 12 soldats américains et eh bien, plusieurs avions ont été touchés. Voici l'un des avions. Il me semble que parmi les avions de transport, c'est un E-3G Sentry qui eh bien, a été détruit non par ces missiles. c'est vraiment impressionnant. On voit aussi des personnes entrer pour enquêter. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet avion de l'armée de l'air des États-Unis? Y a-t-il des détails connus sur l'attaque? Eh bien, je pense que c'est assez puissant, comme vous pouvez le voir. Mais c'est impressionnant. Hein? On n'a presque pas parlé de ce sujet, hein? On parle de la perte de l'avion 81005, un E-3G Sentry, comme tu l'as dit, appartenant à la zone de contrôle aérien de l'armée de l'air des États-Unis. Basé à la base de Tinker, c'est-à-dire leur base est en Oklahoma. Regarde, ouais, c'est incroyable, mais on sait, enfin, évidemment, cet avion ne reviendra plus. Cet avion, eh bien, a été touché à la base aérienne Prince Sultan. L'Arabie Saoudite, comme le dit Astrid, eh bien, c'est aussi une affaire sérieuse. Alors, allons dans les détails. Voyons ce qui se passe dans le monde. Merci de nous accompagner, d'être ici en direct. Et, eh bien, je pense que nous devons passer à une note très intéressante qui concerne tout de suite, nous allons évidemment parler du scientifique, de ce scientifique qui a révélé des choses de très intéressantes sur ces objets qui apparaissent dans le ciel. Je trouve cela très intéressant. Et en parlant, c'est le week-end. Et le week-end, à la fin du direct, on parle de quelques films, de quelques séries. Donc là, on va vous parler du film, celui-ci, comment il s'appelle? Hail Mary. Donc nous sommes allés la voir en IMAX, c'est vraiment recommandé de la voir. Surtout en IMAX, si possible.
Nous ne l'avons pas vu en 3D, mais sûrement en 3D, ça doit aussi être un spectacle. Que se passe-t-il avec les manifestations ? Aujourd'hui, d'importantes manifestations ont lieu aux États-Unis, rassemblant des millions de personnes, même à l'étranger. Il y a eu des manifestations en Europe, il y a eu aussi des manifestations en Asie. En fait, les organisateurs sont surpris par le nombre de manifestations qu'il y a eu. La première, qui a eu lieu en juin de l'année dernière, comptait 5 millions de personnes. Ensuite, en octobre, 7 millions de personnes, et maintenant ils estiment entre 8 et 9 millions de personnes. Celle qui a eu lieu aujourd'hui, samedi 28 jours, qui marque également un mois depuis le début du conflit en Iran. Non. Exactement. Le projet, celui-ci, l'un des projets qui ont été critiqués, concerne par exemple tout ce qui touche à l'ICE, le mouvement d'Iran. Cela a également été quelque chose que beaucoup de gens sont allés critiquer. L'autre jour, il y a eu la réunion du CIPAC dont nous avons montré des extraits. Aujourd'hui, j'ai vu des interviews de participants à qui on posait des questions sur le sujet. Trump, beaucoup disaient qu'ils ne voteraient plus jamais pour lui, qu'ils ne peuvent plus. Mais beaucoup regrettaient déjà, même s'ils continuaient à répondre. Et conflit, Bien sûr, je veux dire, une chose n'a rien à voir avec l'autre. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont républicains et qui veulent continuer à l'être, mais ils disent qu'ils ne voteraient non plus pour Trump ou qu'ils sont contre ses décisions. Et, et Hier, nous avons vu cette image du CIPA, une réunion, comme tu dis, de conservateurs républicains, où, lorsque l'animateur de l'événement demande s'il faut lancer une procédure d'impeachment, ou si un impeachment contre le président des États-Unis approche, tout le monde applaudit. Comme pour dire qu'ils étaient d'accord avec cela. Cela, évidemment, devrait déclencher des alertes dans ce pays du monde. En attendant, passons aussi à d'autres sujets, simplement. Un détail qui a attiré l'attention aujourd'hui, avant de passer à l'international, le stade Banorte. Lors de cette réinauguration qui a eu lieu, ou non, stade Azteca. Stade Azteca. Eh bien, un supporter aurait perdu la vie parce qu'il s'est jeté d'une zone très élevée, c'est sûr qu'ils vont le signaler. C'est un supporter qui perd la vie à l'intérieur, d'après ce que je comprends. Il a sauté du 2e étage comme si c'était facile. Apparemment, il était très ivre. C'est sûr qu'ils vont le signaler, et donc il a sauté le 1er niveau des tribunes vers la partie extérieure de la structure. Évidemment, cela lui a coûté la vie lors du match Mexique-Portugal. Oui, en fait, c'était quelques minutes avant le début. C'est-à-dire, oui, c'est surprenant et malheureusement, cette personne perd la vie lors de cet événement. Cet événement reste marqué par la perte de cette personne. Eh bien, voilà la situation, c'est aussi terrible. Passons donc aux détails de ce qui se passe avec ce scientifique qui affirme ou parle de ce sujet. Eh bien, concernant les objets étranges qui apparaissent dans les cieux de la planète, un ancien scientifique de la NASA, passons à ce sujet. Le scientifique nommé Ivo Busco aurait été celui qui parle de ce sujet, n'est-ce pas ? Une enquête qu'il a menée sur un développement scientifique réalisé par des astronomes. Nous parlons d'astronomes qui enquêtaient ou prenaient des photos du ciel depuis là-bas, bien avant les années 50. Ainsi, nous parlons du fait qu'ils faisaient des plaques du ciel. Ici, nous vous avons parlé de cette étude. Ils faisaient un peu des plaques du ciel et prenaient des photos. Pour voir quel mouvement il y avait dans l'espace. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de satellite. On utilisait des plaques photographiques pour repérer des changements dans le ciel. Avec le temps, ils ont étudié et constaté qu'une étoile avait disparu ici. Ah non, regarde, c'est qu'elle est en train de se déplacer par ici ou quelque chose comme ça. Mais le point, c'est qu'avec ça, ils faisaient des recherches et ils se sont rendus compte qu'il y avait des objets qui venaient à nous rendre visite dans le ciel. Après cette enquête, des années ont passé et ils prenaient, c'était des milliers de plaques qu'ils prenaient chaque jour, ils prenaient des plaques et avec les années, ils ont accumulé des milliers de plaques. Alors, ces photos, ce qu'elles montrent, c'est que de grands objets sont venus visiter notre planète, et ce scientifique affirme qu'il pense qu'il s'agit d'objets intelligents, disons de quelqu'un d'intelligent qui nous rend visite. De plus, de façon étrange, les objets apparaissaient lors des essais nucléaires, un sujet également remarqué. Ils ont détecté ces objets, qu'ils appellent des transitoires, qui sont comme des flashs de lumière qui apparaissent et disparaissent en quelques secondes. Les objets ne pouvaient pas être des satellites, car à cette époque, il n'y avait pas encore de satellites. Il n'y avait que Spoutnik en 1957, mais après cela, il n'y avait pas de satellite. Alors qu'est-ce qui passait par là ? Ces flashs apparaissent à cause d'objets qui tournaient, qu'ils détectaient, en train de tourner, et dont les surfaces étaient métalliques ou comme des miroirs.
Ils ont détecté environ 76 de ces objets, bien que 35 d'entre eux soient considérés comme des objets étranges, qui ne seraient rien d'autre que quelque chose de possiblement intelligent. Parmi les 70 qu'ils ont trouvés, 35 sont pour eux considérés comme quelque chose qui vient simplement d'en dehors de la Terre. Maintenant, ils ont découvert que des schémas apparaissaient pas plus fréquemment après les premiers essais nucléaires, entre 1949 et 1957. Pendant cette période d'années, lorsqu'ils faisaient des essais nucléaires, ils ont analysé à peu près les dates de 124 essais nucléaires qui ont été réalisés pendant ces années. À chaque essai nucléaire, davantage d'objets apparaissaient ailleurs, comme s'ils venaient observer la situation. Les objets apparaissaient normalement toujours un jour après les essais nucléaires, mais pas pendant l'explosion. Cela attirait-il leur attention ou l'explosion se produisait-elle? Puis quelque chose les attirait, et ils arrivaient. C'est vrai. Oye, pero qué interesante. Car en fait, quelque chose attirait leur attention. Ils ressentaient un certain type d'énergie. Ils pensaient « Allons voir ce qui se passe là-bas ». Et ils voyaient déjà comment était la situation et ils repartaient, non. En fait, au total, les scientifiques qui ont étudié cela ont détecté 100 000 traçants, dont environ 35 000 rien que dans l'hémisphère nord. C'est impressionnant. L'hypothèse scientifique affirme qu'il s'agirait, ou qu'il pourrait s'agir, d'objets artificiels, non humains, qui orbiteraient autour de la Terre. L'étude mentionne que cette recherche est pertinente et que, même si le sujet continue d'être étudié, et par exemple, essayer de déterminer des signaux qui ne seraient pas humains, pour l'instant cela reste encore insaisissable. Si cela se confirme que ces objets se trouvent même dans notre orbite, ce serait un sujet énorme. Et là on parle du chevalier noir, ou qu'il y en aurait 3. J'en ai parlé avec des astronomes professionnels, des astronomes scientifiques, et ce qu'ils disent, nous en avons discuté avec des astronomes. Nous en avons aussi parlé avec des personnes impliquées dans le domaine militaire, qui nous disent ici au Mexique ce qu'ils nous disent. Il y a des choses dans le ciel qu'ils voient et qu'ils savent. Ce sont des choses qui, ne sont pas des satellites, qui ne devraient pas être là. Mais ce qui apparaît, c'est ce que l'on sait et ce que... Bon, je ne sais pas si Estrelita est ici, sinon on lui envoie un salut. Mais là-bas, à l'époque de Ruta Verde, il y avait une personne qui était un astronome de... Bon, je ne vais pas dire d'où, mais disons d'un observatoire ici au Mexique, oui, et ce monsieur nous disait qu'il signe un contrat pour ne pas parler du sujet. Alors il me disait des choses hors caméra, disons, parmi elles, que ces objets qu'il voit. Autrement dit, mais quand tu racontes, tu observes un satellite ou une planète sans enquêter, tu fais juste ton travail d'astronome. Mais il dit, c'était très fréquent que tu devais soit éteindre, soit déplacer le télescope, parce que tu voyais sans quelque chose qui n'était pas logique, dit-il. Non seulement des objets apparaissaient, mais aussi des êtres vivants. Oui, c'est-à-dire, il te raconte de belles choses qui étaient comme une sorte d'animal ou d'organisme que tu voyais à travers le télescope et tu te disais « je ne peux pas le signaler parce que… » Ils ont un budget, ils reçoivent de la moitié de la NASA dans ce cas, pour pouvoir continuer à faire des recherches scientifiques, tout en gardant l'idée que tu restes silencieux sur ces sujets. Donc oui, ça me surprend beaucoup parce que ce sont des choses dont on dit qu'elles sont censurées et qu'on n'en parle pas. Est-ce que c'est vrai ? Oui, ils sont censurés, on leur dit qu'ils ne peuvent pas parler de ces sujets, s'ils voient l'info des choses étranges. Aussi. Aux pilotes aussi, même si dernièrement je vois que les pilotes commencent à en parler davantage. Je ne sais pas si à Joya, ils ne lui imposent pas autant de limites. Qu'est-ce qui se passe ? Mais bon, ces plaques, ce qu'elles montrent au final, c'est peut-être ennuyeux pour ceux qui veulent voir un grand vaisseau arriver, atterrir dans la cour. Mais ces plaques, au bout du compte, ont été faites par des astronomes depuis des décennies. Et ce que disent tous les scientifiques, ici ce sont simplement des choses qui apparaissent et qui ont une logique, ce sont des choses qui sont là, qui ont une intelligence et qui apparaissent sous certaines conditions. Donc ce que montre le phénomène est bien plus complexe que simplement « c'est là », que ce soit quand les scientifiques le veulent, quand les astronomes le veulent, ou même les pilotes et les militaires. Tout à coup, il te révèle des choses qui sont, je dirais, surprenantes. Enfin, je ne suis même plus surpris. C'est-à-dire, non, ce n'est pas surprenant. Ce qui me surprend, c'est qu'ils le fassent, qu'ils le disent. Pas le fait en soi, mais le fait qu'ils commencent à s'ouvrir, ça me surprend. Il semble que cette ouverture s'accélère énormément.
Ce n'est plus une ouverture à travers Hollywood ou à travers des histoires, des livres, des magazines, des animés, peu importe. Là, c'en est une maintenant. C'est une ouverture scientifique, une ouverture des gouvernements, des ouvertures militaires. Tout cela, je ne pense pas que ce soit une coïncidence, je pense que s'il y a une ouverture, c'est parce qu'ils sentent que c'est nécessaire de le dire. Et la tendance est celle-là, la tendance c'est que le sujet doit s'ouvrir de plus en plus. De plus en plus de scientifiques apportent des éléments, expliquant leur vision de comment les choses pourraient en être. Eh bien, je pense que c'est important, au moins, de continuer à explorer, mais avec l'esprit ouvert. Bon, passons à d'autres sujets également importants. Mais il y a une autre image de ces plaques que j'aimerais montrer, c'est celle-ci. Oui, ce qu'il montre là, c'est comme s'il présentait, disons, cette plaque. C'est du même point, oui, tu vois. Là, il y a les 2 points à gauche et les 2 autres points à gauche. C'est juste que, soudainement, d'un jour à l'autre sur la plaque, l'objet apparaît. Oui, et c'est un objet à part. Selon eux, ce n'étaient ni de grands ni de petits objets. Ils arrivaient, se positionnaient et émettèrent une lumière très puissante. Et soudainement, un jour ou 2 après sur la plaque, ils disparaissaient à nouveau. C'est comme si c'était possible qu'ils apparaissent et disparaissent. Et en plus à des moments très clés pour la Terre. Passons donc à d'autres sujets également importants. Atlantis. Les États-Unis et l'Iran sont en guerre, et c'est toujours comme ça dans les guerres. S'il y a bien quelque chose qui souffre, c'est la vérité, ce sont les récits, les propagandes et ce genre de choses. Et tous les pays vont le faire, tous les pays vont chercher à faire de la propagande pour leurs propres intérêts. C'est pourquoi soudain la plus touchée, c'est la réalité, la vérité. Il faut être très vigilant. Eh bien, cela dit, aujourd'hui, États-Unis fait une plainte très forte, parce qu'il se plaint que l'Iran raconte des mensonges. Et ensuite, bon, ce n'est pas une nouveauté, même les États-Unis eux-mêmes ont aussi dit la leur. Et souvent ce n'est pas un mensonge ouvertement, comme ils le font parfois en disant littéralement des choses qui sont 100% fausses, mais parfois c'est juste un peu. Ils omettent des choses, c'est-à-dire par exemple il se passe quelque chose, et ils ne le disent pas. Ils omettent par exemple le sujet des bases aux États-Unis, ces bases américaines touchées au Moyen-Orient, qui ont été affectées, des installations et des bases. Qu'on sait maintenant que le New York Times l'a déjà confirmé, eh bien, ils l'ont omis. Pendant des semaines, ils n'ont rien voulu dire sur le sujet. En fait, jusqu'à présent, on ne parle pas du sujet, c'est-à-dire, mais ça s'est confirmé avec le temps. Non, bon, qu'est-ce que disent donc les États-Unis ? Comment est la situation ? Les États-Unis ont accusé aujourd'hui directement l'Iran de diffuser de fausses informations, par exemple sur de prétendues attaques. C'est l'exemple, n'est-ce pas? Parce qu'il y a tant de prétendues attaques contre des cibles américaines à Dubaï. Le CEDCOM a déclaré aujourd'hui qu'aucun membre du personnel américain n'a été attaqué ni n'a perdu la vie à Dubaï, alors que l'Iran affirme, c'était hier soir, avoir attaqué Dubaï avec des missiles, et que le drone et les drones aussi, et que 2 bases avaient touché 500 militaires les États-Unis. Selon Washington, ces déclarations ne sont que de la propagande pour cacher que, en réalité, l'armée n'est pas vraiment très affaiblie. Il faut rappeler que cela fait déjà 1 mois. Mais la vérité, c'est qu'en ce qui concerne les missiles, en ce qui concerne les drones, on ne voit pas encore d'affaiblissement, du moins en termes de chiffres. On ne le voit pas. On ne le voit pas tant que ça. Je veux dire, peut-être si l'on compte les 3 premiers jours, oui, mais après, non. Et ils ont plus ou moins maintenu le... Même rythme, comme s'ils les géraient. Exactement, non, maintenant, oui, bien sûr. Je veux dire, quand ils disent que ce n'est pas, par exemple, ce qui est trompeur, et c'est là que je leur dis, faites attention à RT et à ces médias qui sont de la propagande à 100% parce qu'ils modifient littéralement les vidéos et beaucoup se laissent avoir, souvent sans le vouloir, n'est-ce pas? Mais il y avait la vidéo qui circulait où on faisait croire que Trump disait qu'ils avaient attaqué un porte-avions et qu'ils l'avaient endommagé. Et c'est totalement faux. Ils ont coupé les parties de la vidéo où il parlait du Venezuela et ça donnait cette impression, non? Alors, et ils le publient avec toute une explication, tout un article, et c'est totalement faux. Mais ils laissent déjà le doute, ils sèment le doute et puis ils font 2 pas en arrière. C'est constant ce qui se passe, le conflit a vraiment un impact et moi je ne vois pas. Non, c'est-à-dire non, ce n'est pas parce que l'Iran raconte des mensonges que rien ne se passe. Clairement, il se passe des choses.
Et dire de la part des États-Unis qu'ils ont déjà gagné la guerre comme ça, franchement, je trouve ça très compliqué. Oui, la partie militaire, ça a été très ferme, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que, eh bien, toutes les infrastructures iraniennes qui ont été détruites, il est très clair qu'elles sont gravement endommagées et qu'ils se sont retrouvés pratiquement sans rien, sans navire, sans leurs leaders les plus importants. Allons. De ce point de vue, les États-Unis ont été fermes sur le plan militaire. Mais cela ne veut pas dire, c'est loin de vouloir dire cela. Remporter la guerre, parce que gagner la guerre, la seule façon de la gagner, c'est de renverser le régime. C'est la seule façon. Et la deuxième, une semi-victoire, serait au moins de repartir avec tout l'uranium enrichi. Chose que, si la première est difficile, celle du régime, celle de l'uranium, est encore plus difficile. D'ailleurs, même en renversant le régime, j'y verrai encore une difficulté. Pourquoi ? Parce qu'on soupçonne que ce matériau enrichi est déjà réparti, déjà distribué dans 15 de ces endroits. Alors tu pourras en récupérer une partie, mais tout récupérer semble très compliqué, parce que justement il s'y prépare depuis des années, et on pense que cette partie sera difficile. La même OIA a insisté sur le fait que les installations nucléaires n'ont pas été affectées, c'est-à-dire que les installations nucléaires sont toujours là. Et ça, eh bien, même l'OIA avec ces informations qui peuvent aussi être erronées, mais avec les informations qu'ils ont. Eh bien, il semble que cela continue et que de nouveaux acteurs s'ajoutent. Parce que maintenant, il y a la question du Yémen, dont nous allons parler tout de suite, n'est-ce pas ? Oui, maintenant. Un autre facteur clé dans tout cela est la force de défense israélienne, c'est-à-dire les soldats israéliens. Et toute cette série d'opérations de renseignement militaire qui ont été menées, dans laquelle ils assurent qu'ils cherchent à éliminer 90% de l'industrie militaire de l'Iran. Précisément aujourd'hui, ils assurent que dans quelques jours, ils pourraient détruire jusqu'à 90% de l'industrie militaire. C'est ce qu'ils ont affirmé, ils disent que l'année approximative, selon eux, concerne 70% de l'industrie. Mais l'objectif est d'atteindre 90% de destruction dans les prochains jours. L'attaque a surtout été dirigée contre des usines de missiles. Nous avons vu plusieurs images de cela qui sont en surface, 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 air, air, et des installations du ministère de la Défense iranien ont également été attaquées. Et nous avons aussi vu que les bases des Basijis ont également été attaquées, ainsi que différents sites du gouvernement. Eh bien, Israël avoue que les attaques visaient aussi des installations liées au programme nucléaire. Hier, nous avons vu la troisième attaque, n'est-ce pas, contre cette centrale nucléaire de Bushehr. Un sujet donc très controversé en soi, et parmi les cibles d'hier, il y avait aussi l'usine d'eau lourde d'Arak, qui est liée à la question du développement nucléaire. C'est ce qui est utilisé pour le refroidissement des centrales nucléaires. C'est exact, c'est exact. Un énorme salut à toute la communauté, dit Danny ici. J'ai grandi pendant une guerre civile et les deux camps mentent. Voilà pourquoi. C'est bien d'avoir les deux versions et tu tireras ta propre conclusion, dit-il. Là-bas, Danny, santé, Danny. Salutations aussi à Rublox, à Tapatia. À Jux, c'est pour ça qu'il y a 2 abonnements. Anna, un immense salut pour ton soutien constant et à toute la communauté qui était membre de la chaîne. Merci beaucoup pour cela. Je sais que c'est un effort et pour nous, cela représente encore plus d'engagement. Pour être ici, toujours en train de vous apporter l'information et d'essayer de faire le maximum possible. Eh bien, en direct, c'est un engagement supplémentaire parce qu'évidemment, le faire en direct, ce n'est pas la même chose que de le faire enregistrer. Et ainsi, en studio. Et tout. Toujours en direct. Cela implique évidemment plus de stress et d'être très préparé. Au final, tu es devant tout le monde et assumes la responsabilité, n'est-ce pas ? Donc restez attentif à ce qui se passe et réagissez évidemment aussi à vos commentaires. Alors merci beaucoup Anna et merci beaucoup à Tapatia. À tous ceux qui sont membres de la chaîne, à ceux qui sont abonnés aussi, un immense merci. Il y a ici des personnes qui sont abonnées depuis des années. En fait, la chaîne a fêté il y a peu ses 10 ans, même si en réalité on a vraiment commencé à donner les infos vers 2016-2017. C'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment lancé à fond dans l'actualité. Et pratiquement depuis 2017, je pense qu'on a diffusé quasiment tous les jours. C'est un sujet que, eh bien, on l'a fait non pas par plainte, mais parce que ça nous rend fiers, ça nous fait plaisir, parce qu'on a été, je crois, assez constant. Et ça, eh bien, c'est beaucoup de travail. Mais il y a aussi la motivation de pouvoir vous lire, de discuter et de parler avec vous. Alors passons à d'autres sujets également très importants. Les rebelles Houthis sont aussi en train de faire des leurs, ils bougent. Et nous parlons du fait qu'il y ait,
Eh bien donc, une seconde attaque. Aujourd'hui, nous avons déjà commenté la première. Nous avons déjà parlé de la première attaque qui aurait eu lieu. Hier soir, Fait hier soir, n'est-ce pas? Nous avons commenté la première attaque des Houthis et montré la vidéo de Yahya Sarraï. Aujourd'hui, n'est-ce pas? C'était aujourd'hui. Oui, hier ils ont lancé l'attaque et aujourd'hui ils lancent celle-ci. Le porte-parole des Houthis publie la confirmation qu'ils ont déjà commencé le conflit. Et maintenant, eh bien, il y a aussi plusieurs points intéressants concernant cette deuxième opération. Même si je ne me trompe pas, nous avons une image quelque part. Non, oui, la voilà, ce sont celles-ci, d'accord? non, c'est ça là-bas. Du petit monde, c'est plus de quoi? Oui, voyons, on va voir. Ah, d'accord. Celle-là, on l'a montrée ce matin, je pensais que c'était la première, donc on l'a déjà mise, mais disons que c'est ça. Je ne savais pas que c'était la deuxième attaque. Celle-ci concerne le Yad, la partie sud d'Israël. Exactement. Eh ben, aujourd'hui aussi, ils annoncent, parce que les Houthis annoncent toujours chaque attaque qu'ils font. Ils ont annoncé avoir lancé une deuxième attaque de missiles et drones contre Israël. Et cette action a lieu dans ce qu'ils appellent la bataille du djihad, comme ils l'ont eux-mêmes nommé dans le message que Yasser a donné hier. Nous vous avons donné la version résumée car l'original est très longue. Eh bien, C'est environ 2 ou 3 minutes, presque dès le début, de pourquoi Dieu et je ne sais pas quoi. oui, très intense. Le rapport et l'autre fois parce que Dieu est Dieu, bon. Eh bien, l'opération a eu lieu après la première offensive que nous avons vue hier, qui a été menée par les Houthis ce matin même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de séparation entre la première et la deuxième. Et donc, cela remet Israël face à 3 fronts. 3 fronts, c'est-à-dire c'est d'un intérêt énorme. Non, 4 fronts. 4 fronts. Oui, car Gaza aussi, je ne sais pas si c'est encore un front. L'autre jour, je ne le comptais pas, puis j'ai vu un reportage qui disait que si. S'il y a des attaques, c'est-à-dire il y a encore des mouvements là-bas, donc c'est Hamas qui est sur le front, apparemment le plus calme, entre guillemets, le Yémen, le Liban et l'Iran, donc ce sont 4 fronts qu'ils ont. Et donc c'est pour ça que le chef d'état-major disait il y a 2-3 jours, le chef d'état-major israélien, il disait « Faites attention parce qu'on a besoin de plus de soldats ». Non, non pas parce qu'ils perdent des soldats, mais parce qu'ils sont répartis à tellement d'endroits. Ils sont répartis à l'intérieur de Gaza. Là-bas, non, ils sont répartis à différents endroits au Liban et ils en ont envoyé plus. Et ensuite, ils ont des opérations qui sont en cours en ce moment même par voie aérienne vers l'Iran. Et donc, au final, il faut aussi des gens pour surveiller à l'intérieur d'Israël. Alors, ils auront probablement besoin de faire appel aux réservistes. Donc c'est un sujet qui sera probablement abordé plus tard. L'armée israélienne a également attaqué des installations navales et des centres militaires clés du régime iranien. Aujourd'hui a été une journée difficile pour les Iraniens du point de vue naval. Ils ont été durement frappés, aussi bien les États-Unis que le CEDCO. Je montrais une image que j'ai déjà partagée lors de la mise à jour. Je crois que c'était la première qu'on a faite. Je crois que c'est là que je l'ai montrée. Sinon, je l'ai encore quelque part. On te la remettra. Mais il montrait en ça, cette attaque, et je pense qu'il se concentre sur le domaine naval à cause du détroit d'Ormuz. Que se passe-t-il là-bas? Eh bien, Israël a lancé aujourd'hui cette attaque, comme tu le dis, à Eidio, contre le siège de l'Organisation des industries navales d'Iran et d'autres installations militaires clés. Cela s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont utilisé près de 50 drones, vous imaginez ça? L'objectif principal était de détruire ou d'affaiblir les capacités de développement d'armement naval, ce qui fait partie de la nouvelle dont nous vous parlions précédemment, et aussi d'affecter des infrastructures critiques. Et en même temps, il étendait ses opérations au Liban avec le Hezbollah. C'est un pays très actif. Ils sont bien préparés pour la guerre. C'est vraiment impressionnant. Bon, passons à d'autres sujets, quelque chose d'autre à ce propos. Allons aussi vers d'autres thèmes importants. Nous avons quelques images en attente. De quoi s'agit-il? Que se passe-t-il? Mais en ce moment, il y a une panne d'électricité dont on ne dit pas pourquoi elle se produit à Moscou. Moscou, ils n'ont ni électricité ni Internet. Internet coupé depuis longtemps. Après, ils ne l'ont pas coupé sur les portables, il me semble, mais ils sont actuellement sans électricité. Bon, faites attention à ça, c'est étrange, c'est curieux qu'ils aient une panne là-bas, dans la capitale de la Russie. Une autre image aussi, c'est ceci et où ceci. C'est pour informer en ce moment à... Canyon est la véritable capitale de l'Iran. Eh bien, on observe ces mouvements d'attaque ici, une explosion, allons-y, écoutons ce moment. Et on entend cette explosion.
Eh bien, cela fait aussi partie de ce que l'on vit dans ce pays. Là, on en voit d'autres. Eh bien, aujourd'hui, il y aura des attaques, mais au moins, ils sont informés. Il y a de la lumière, n'est-ce pas? Je dis ça parce qu'en Russie, il n'y a pas de lumière en ce moment. En ce moment même. C'est très frappant. Très bonnes qui sont en train de gagner. La Russie, c'est considéré comme un pays énergétique. C'est un pays d'énergie et j'imagine que cela. Eh bien, si ce sujet des attaques contre les raffineries les impacte aussi, je suppose. Regarde d'autres images, plusieurs comptes évoquant des coupures de courant dans certaines parties de Moscou, d'après ce que je vois. Regarde, là on voit à droite et on commence aussi à voir des immeubles, ici à gauche, où ils n'ont pas d'électricité. Mais c'est partiel, pas total. Regarde, ici il y a quelques immeubles sans lumière. Non, une partie de ce qui se passe attire l'attention en Russie, évidemment. Aussi. Eh bien, ceci est un rapport qui vient de Report Intelligence, qui montre ce qui se passe là-bas. C'est dans le département du ministère de la Défense britannique qu'ils annoncent que 4 artilleurs de l'aile de protection de la force, N2, un contre-système aérien, non pas celui-ci sans pilote, pardon, de la Royal Air Force, ont été attaqués. Ils ont identifié ces drones iraniens et ont réussi à les neutraliser. Voilà l'affaire. Salutations à toute la communauté au fait, qui arrive en direct. Un énorme salut. Il dit « Bonne nuit à tous », dit José. Merci. 0-0, c'est ça, mène le partido. Ils viennent de terminer le match 0 contre le Portugal. Bon, dommage non, que Cristiano Ronaldo n'y était pas. Ça aurait été intéressant de le voir. Eh bien, ils nous infligent une raclée. Non, donc non. Qui sait. Là-dessus, non. Mais bon, le point c'est qu'il était là, Eh bien, le match était très attendu, même s'il était encore plus attendu par Cristiano. Non, malheureusement, non, ça ne va pas, non. Une autre image aussi, eh bien, c'est celle-ci qui montre là où qu'est-ce qui se passe là, ou comment est la situation. Eh bien, nous voyons comment circule ou comment s'écoule le pétrole du Golfe, qui serait ce qui est en rouge. Si je ne me trompe pas, vers les différents pays. Eh bien, voilà, tu vois, ça me surprend même que ça aille aussi jusqu'aux États-Unis, hein, donc oui, c'est intéressant. Ceci est une carte de JP Morgan, de cette réunion financière. Et demain, dimanche, ça va être super intéressant parce que regardez où le SP500 a clôturé, c'est très dur. Bon, demain dimanche, nous n'allons pas voir le SP500 parce qu'il n'ouvre que lundi, mais demain dimanche, nous allons devoir regarder l'ouverture de l'Asie lundi. Et nous allons devoir observer la réaction du pétrole, qui est en forte hausse. Ça ne s'est pas terminé vendredi à $110, non, c'est-à-dire à moins qu'il n'ouvre à 120 ou à 130, parce que là c'est alerte rouge, n'est-ce pas? Mais bon, si vous regardez bien, il n'y a pas eu. Enfin oui, il y a eu, c'est-à-dire il y a un conflit, il y a des attaques. Vous voyez qu'il y avait de grandes annonces d'attaques et d'opérations venant d'Iran ou des États-Unis. En ce moment, j'ai l'impression qu'ils attendent. Pourquoi faire? Pour ce qui s'est passé la semaine dernière et celle d'avant, les attaques ont surtout lieu le dimanche. Pourquoi? Pour frapper les installations, les institutions financières. Enfin, pourquoi dépenser des missiles? En ce moment, tu les déplaces le jour, le dimanche, c'est quand les marchés ouvrent et c'est là que ça se passe. Donc c'est une sorte de pause d'une certaine manière. Mais bon, évidemment, la guerre n'est pas terminée. Et possiblement, n'est-ce pas? J'espère que non, mais il est possible qu'on voit des mouvements dans ce sens. Passons à autre chose. Sur la carte que tu montrais, il est noté combien de jours leur reste-t-il? Oui, aussi, c'est-à-dire... Que dans le texte. Il y a des zones là qui ont, des réserves très limitées. C'est-à-dire, en Asie, par exemple, on estime que les réserves pourraient en s'épuiser vers le 1er avril. Oui, par exemple, en ce moment, en Corée du Sud, ils ont déjà mis en place des mesures. Ils limitent la quantité d'essence qu'ils te vendent. Imaginez la Corée du Sud, qui, en théorie, est un pays... Enfin non, pas en théorie, c'est un pays riche, mais c'est un pays qui n'a pas beaucoup de réserves. On pourrait commencer à voir cela en Europe. Pas dans tous les pays, mais dans plusieurs pays européens. Il pourrait en commencer à manquer de pétrole, de gaz. Pour le 10 avril, l'Amérique du Nord, le 15 avril, cela pourrait aussi avoir des effets là-bas, tels que c'est, et le 20 avril pour l'Australie et l'Océanie. Mais bon, passons à d'autres sujets. C'est vrai, au fait, juste avant de passer à autre chose. Écoutez, le Pakistan est le pays qui, apparemment, avance le plus rapidement sur la question du pétrole. Et eux, ils ont déjà officiellement un accord avec l'Iran dans lequel ils vont déjà envoyer les 20 premiers navires par le détroit d'Ormuz.
Les Pakistanais, eh bien, ont déjà bougé leurs pions. Ce sont eux qui sont aussi en train de négocier en ce moment. En théorie, non. Donc, eh bien, le Pakistan, le seul pays arabe doté d'armes nucléaires. D'ailleurs, et avec un partenariat avec l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, un partenariat de défense avec l'Arabie Saoudite. Et jouant le rôle de médiateur en ce moment. Et il est médiateur, exactement. Alors il faut bien se comporter. Il est frappant que les Iraniens leur permettent cela. Ils viennent de le confirmer à l'instant. L'initiative diplomatique des Pakistanais à Islamabad porte ses fruits, du moins pour eux. Non, bien sûr. C'est-à-dire, il y a déjà un accord entre eux. Exactement, Isaac Dar, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, l'a annoncé à midi aujourd'hui, samedi. Eh bien, 2 bateaux vont traverser chaque jour. Ils vont avoir la possibilité de faire passer ces 2 bateaux quotidiennement jusqu'à ce que les 20 soient atteints. Et eh bien, il a décrit la décision de l'Iran comme un présage de paix qui pourrait aider à rétablir la stabilité de la région. Eh bien, au moins la leur. Oui, au moins la leur. Au moins la leur, je pense que oui, ça va aider. Bon, eh bien, passons à d'autres sujets également importants. Quoi d'autre s'est passé dans le monde? Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Qu'est-ce qu'on a en attente? Non, voyons. Laisse-moi voir ce qu'il nous reste à faire. Il paraît qu'une soi-disant lettre circulait par là. C'est un sujet sur lequel il faudra attendre, mais c'est une lettre qui, d'ailleurs, a déjà été publiée par certaines chaînes. Non? Quelle est cette lettre? Ou, soi-disant, il dirait déjà aux réservistes qu'il pourrait y avoir un appel, hein? États-Unis? Ah, un appel aux réservistes des États-Unis pour la guerre, il dit. Le corps des Marines des États-Unis vient de dire à ses réservistes, médecins, avocats, enseignants, comptables, avec un entraînement militaire le week-end, qu'ils vérifient leur préparation pour une possible mobilisation à grande échelle liée à l'Iran. C'est un message, c'est un pré-message, parce que normalement, c'est un lieutenant général qui fait ça, non? Oui, c'est le lieutenant-général Leonard F. Anderson IV qui le fait, et il a averti, il dit que la préparation sera considérée comme acquise, elle ne sera pas remise en question. Alors, ils leur disent de se tenir prêts, que s'ils ont pris du poids, en gros, qu'ils maigrissent, qu'ils préparent leur équipement. Parce qu'ils pourraient être appelés à tout moment. Ils pourraient être appelés. Imaginez maintenant, ce n'est pas une confirmation, c'est-à-dire si cette lettre est vraiment comme ils le disent, parce que les médias américains en parlent déjà. C'est pour ça qu'on en parle, parce que ce n'est pas un avis officiel du Pentagone. Juste pour clarifier cela, mais oui, c'est comme un premier signe que quelque chose se passe là-bas. Oui. En fait, ça a aussi commencé à circuler sur les subreddits et les forums de militaires américains. Et oui, certains assuraient qu'ils avaient reçu ça. Qu'est-ce qui se passe avec ceux-là? Ils étaient vraiment très surpris. Cette lettre nous permettra d'aborder d'autres sujets importants. Voyez-vous, les scientifiques aussi, eh bien, ils ont découvert qu'il est saut possible que nous nous soyons trompés. Au moment d'étudier la question de la vie, la recherche de vie intelligente dans l'espace, selon une nouvelle étude, un nouveau travail. Il affirme qu'on n'a pas pris en compte la distorsion que les étoiles produisent sur les éventuels signaux radio envoyés depuis des exoplanètes. Le problème concerne plus de 75% des planètes et des étoiles présentes dans la Voie lactée. C'est-à-dire qu'une fois qu'un signal arrive, ce signal va être modifié parce qu'il s'est passé près d'une étoile. Donc on cherche le signal de la mauvaise manière, en quelque sorte. On n'avait pas pris cela en compte. Et s'il existe une civilisation ou des signaux d'intelligence, nous ne les avons pas découverts, justement pour cette raison, n'est-ce pas ? Selon ce que rapportent deux scientifiques de l'Institut SETI, ils disent que nous cherchons un type de signal radio, une technosignature, comme ils l'appellent, dans une bande très étroite, sans tenir compte des perturbations électromagnétiques que les étoiles produisent sur les signaux. Autrement dit, le signal arrive déjà perturbé, et toi, tu regardes ailleurs, quand le signal est de ce côté à cause de la perturbation. Alors cela, disent-ils, va énormément élargir la recherche de vie intelligente et de signaux intelligents venant de l'espace. Ce sera un sujet très intéressant, n'est-ce pas? Et en parlant aussi de sujets scientifiques. Eh bien, on a fait la découverte d'un champignon qui serait, d'après ce qu'on dit, capable de geler l'eau et de produire de la pluie artificielle. Qu'est-ce qui est rapporté? Où en est cette affaire? Voyons, comment ça s'appelle?
Le nom m'échappe, Caribel, l'experte en champignons. Voyons si elle connaît cette découverte. Où en est le sujet là-bas? Eh bien, une équipe internationale a identifié ce que l'on pense être une nouvelle protéine dans les champignons du sol qui serait capable d'agir comme des interrupteurs. Dans ces expériences, qui ont rendu les échantillons plus efficaces, ils ont congelé des gouttes autour de moins 5,6 degrés Celsius. Et cette étude qui a été publiée par Nucleadores a généré, l'article rappelle que les nucléateurs biologiques les plus puissants peuvent agir à moins 2 degrés Celsius. Cette étude a été publiée le 11 mars 2026 et mentionne l'utilisation de la météorologie, de la cryopréservation et des aliments surgelés. Cependant, il faut d'abord valider, car ce que font toujours les études doit être validé par leurs pairs. Il faut aussi valider dans des conditions réelles, c'est-à-dire en laboratoire. Nous allons voir s'il est possible de valider cela de manière, comme ils le disent, de manière naturelle, pour voir si cela peut être réalisé. Mais bon, congeler de l'eau, ce n'est pas seulement baisser la température. La première étape consiste à créer, comme ils le disent, un noyau de glace, une structure minimale qui ensuite grandit. Et cela a une barrière énergétique qui peut ralentir le processus, même si le thermomètre indique déjà des valeurs négatives. Alors imaginez cela pour la cryogénisation, n'est-ce pas? Là, on va vraiment très loin, très avancé. Eh bien, que ce type de découverte nous aide à comprendre qu'il existe des façons d'être en dessous. Basiquement congelés, comme si nous étions en pause, mais sans que cela ne détruise nos cellules, que la vie humaine soit gelée, mise en pause, mais sans mourir. Un sujet que, justement, le film que nous venions de regarder parle de ce sujet, et nous en avons discuté, même si ce n'était qu'un peu. Mais passons à d'autres sujets, d'autres affaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Quelque chose d'autre sur l'Iran? Qu'est-ce qu'il reste à voir? On disait que l'Irak, c'est l'un des endroits qui, disons, aurait pu être une cible lors de ces attaques que nous avons vues en Iran. En Irak, c'était la maison du président du Kurdistan, la zone irakienne, parce qu'il faut rappeler que le Kurdistan, qui n'existe pas officiellement, mais disons qu'il y a bien une séparation, au moins dans l'esprit des personnes qui y vivent, se trouve à la fois en Iran et en Irak, et aussi en partie en Syrie. Non, oui. Il voudrait. Une partie de la Turquie aussi, mais plus que les Turcs, non. Mais disons qu'ici, oui, exactement. Et donc, la maison du président, qui s'appelle Nesirvan Barzani, aurait été la cible de ce drone, de l'un des drones de ce samedi. Dans un conflit qui s'intensifie, les Irakiens, les Kurdes ne sont pas très sûrs de vouloir entrer dans cette guerre, c'est la réalité. Passons à d'autres sujets importants. Très bonne soirée à toute la communauté. Pour ceux qui partent en vacances, on sait que la Semaine Sainte commence déjà et beaucoup de gens partent en vacances. Au Mexique, je ne sais pas si c'est aussi une semaine aux États-Unis. Je ne sais pas, que Sarah Pequena nous le dise. Sarah Pequena est là-bas. Ils partent aussi en vacances. Le spring break, selon moi, oui ou non. Qu'ils profitent de leurs vacances. J'espère qu'ils resteront connectés et nous continuerons évidemment à diffuser. Et bon, évidemment, la guerre et les nouvelles ne s'arrêteront pas, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. Comment allez-vous? Comment ça va, Guillermo? Comment tu vas aujourd'hui? On est allé voir un film qui s'appelle Hell in Mary, ou comment ils l'ont appelé ici. Je ne sais pas quoi, la fin du monde. Non, quelque chose comme ça. Oui. Bon, le truc, c'est que Projet Salut, la fin du monde, non, oui, quelque chose comme ça, Projet Salut. Bon. Ou Hail Mary? Oui, Projet Salut ou Projet El Mari. Regardez-le dans votre cinéma préféré, regardez-le en IMAX si vous pouvez, mais regardez-le au cinéma, parce que si ça vous plaît. Le thème de l'espace, c'est un de ces films qui a tout, qui a vraiment tout. Je ne vais pas en dire plus, je ne veux pas spoiler, je pense qu'il faudrait attendre quelques semaines pour ne rien spoiler du tout. Je veux juste vous dire que le film est bon si vous aimez le thème de l'espace. Ce projet de fin du monde? Projet fin du monde. Oui, projet fin du monde. Ils l'ont mis ici. Bonne musique, bonne interprétation, bon scénario, bon rebondissement. C'est basé sur un livre, il y a des effets incroyables. Celui-ci. Je dirais, vas-y l'esprit ouvert. Rien de plus. Vas-y l'esprit ouvert. Et si tu aimes le thème de l'espace, et si tu aimes la science-fiction,
Je pense que tu vas vraiment l'apprécier. Si tu aimes aussi une bonne histoire humaine, tu vas aussi l'apprécier. Écoute, la science-fiction ne m'intéresse pas, mais si tu aimes les histoires humaines, tu vas vraiment apprécier. Je ne sais même pas pourquoi je parle. Tout comme le Yucatan, salutations au Yucatec d'ailleurs, on a des gens du Yucatan en ce moment, d'ailleurs, oui, celle-ci est vraiment excellente. Eh bien, c'est que le film m'a vraiment ému, c'est bien. On est tous les quatre sortis en pleurant, je dis juste ça. Non, t'as pleuré, non, mais non, parce que tu t'es endormi. Non, non, c'est pas bien, non, vraiment. Tu t'es endormi pendant environ 5 minutes? Ce n'est pas bien. Je viens de lui raconter une scène forte du film, et elle me demande laquelle et comment. Non, 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 encore plus intense, non. Oui, c'était très important. Si tu ne l'as pas vue, tu devras la regarder demain matin. Oh oui, je vais y aller toute seule. Oui, tu y vas, oui, oui, tu y vas. J'y vais seule, mais je vais entrer dans un autre film. Salutations à Ivan Cruz, salutations à Tripepe, salutations Ivan, salutations à Guillermo Escobar. C'est l'acteur Remo, tout le film, comment ça, Remo était comme ça? Oui, donc je veux dire, l'acteur, oui. On dirait que, lequel avez-vous vu? Projet Hail Mary ou Projet Fin du Monde? Projet Mary, oui, exactement. Salut Brezeka, comment vas-tu? Le match, c'était comment? Quelqu'un y est allé, la sonde? Je veux dire, oui, à l'ISO, parce que sur Twitter, il disait que c'était vraiment bien. Il y était, je crois, non? Eh bien, j'espère. J'espère qu'il soit allé au match. Sinon, dites-moi pour voir comment c'était. Oui, mon gars. C'était génial, je t'ai envoyé des vidéos de l'extérieur, celle-ci était top. C'était officiellement la réinauguration. La réinauguration, C'est sympa. Enfin, je veux dire, quel dommage pour le résultat. 0-0-1, pourquoi ils vous font ça? Ils devraient interdire les 0-0. Oui, interdire les 0-0. 1, ça va. 1, ça va, mais 0-0, non. Je veux dire, tu as déjà payé, je veux un but, au moins un. Je veux dire un, pas un seul but. Imagine que le basketball, imagine un match de basket avec 0-0. Non, bah non, les gens siffleraient même. Non, 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 ce n'est pas possible, c'est mal ça. Je vote pour qu'on n'autorise plus les 0-0. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, tu as déjà payé au moins pour un but, tu vas repartir avec ça. Donc voilà, puis ce match-là. Dit tonton Astrid, moi aussi je m'endors. Il dit oui. Oui, c'est que c'est très confortable. Il dit salutations, dit Brezeka. Moi je veux voir celle-là. Regarde-la, regarde-la, regarde-la. Salutations. Il dit. Il a fait tout le film seul. Il dit Guillaume, comment vas-tu? Oui, bon, oui, Oui, c'est-à-dire, c'est comme ça. comme ça. Laisse tomber. Oui, bon, donc je ne vais rien dire. Ce n'est pas en 3D. Ce n'est pas en 3D, c'est en 4D. Ah, 4D inclut la 3D. Il y a la 3D, oui, 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 salut, comment tu vas, Gérèse? Tu dois aller la voir, Gérèse, je ne vais plus rien dire, c'est tout. Je ne parlerai plus du film, mais va la voir, Gérès. Alors, il dit Dieguito, comment tu vas? Dieguito, comment ça va? Ofe Mendez, un grand salut, il dit. Le Portugal a failli en marquer 3 facilement, il dit bon, au moins il y a eu des tentatives, hein, n'est-ce pas? Salut, Ruben Williams, comment tu vas? Comment a joué le Mexique? Je veux dire, dans tout ça, ça va être bien, il va y avoir, ça va coûter de regarder, de voir les matchs du Mexique ou pas? Comment ça se passe? Il dit. Ce que le film a, c'est qu'il y a très peu d'acteurs, on peut approfondir l'évolution de son personnage. Oui, 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 il dit le Mexique et le Mexique, 2 ou 3, il dit, eh bien, d'accord. Alors, il y a eu des émotions malgré le 0-0, tu vois. Tu vois, c'est tout. Salutations. Qui d'autre a regardé le match? Quelqu'un d'autre a regardé le match? Il dit salutations. Demain, d'ailleurs, on sera en direct avec Gears. Hein. Demain matin, regarde, demain, dimanche avec Gears. Là, on va discuter dimanche. Dimanche avec Gears. Oui, c'est le plus probable, car ça ne peut pas être tous les dimanches, mais demain, oui, ce sera le cas. Demain, ça fera déjà environ 15 jours qu'on n'a pas vu Gears ici. Alors, eh bien, demain, on discutera longuement, il y a beaucoup de sujets en attente, il dit. Si c'est 0-0 automatique, allez au minimum les pénaltys. Je vaux, n'est-ce pas, bien sûr, ou au minimum, oui, oui, bien sûr, exactement. Il n'y avait pas cette idée depuis longtemps d'agrandir les buts. Ils sont toujours en train de réfléchir à comment. Enfin, ça me... Qu'est-ce qu'ils veulent agrandir pour? Qu'il y ait plus de buts. Non, 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 je veux dire qu'ils en bavent. Qu'ils en bavent, mais qu'ils marquent plus de buts. Qu'ils marquent plus de buts et se concentrent. Le gardien devrait aussi faire des efforts, non? C'est ça le problème. Mais la question est que ça leur donne plus d'action. Oui, il dit oui, l'équipe nationale s'est bien défendue. Bon, ça c'est bien, que ça se passe bien. Bien placé là. Parmi ceux qui s'y connaissent en football, à part Cristiano Ronaldo, il y a un joueur vraiment, vraiment très bon. Parce que oui, Au Mexique, au Portugal. Oui. Parce que non, oui, j'ai déjà perdu le fil.
Avant, je connaissais des joueurs de l'équipe nationale d'Espagne, du Portugal et d'autres, mais maintenant, ça ne me parle plus. Alors, mais je suppose que oui. Eh bien oui, parce qu'ils jouent là tous dans des groupes, dans de grandes équipes, non? Donc je suppose qu'il doit bien y avoir quelqu'un là-bas. Dit Rouleau. Ce match était très ennuyeux. Salutations à la quincaillerie La Corona. Diego te dit « Hé Pépé, j'ai une question. Avec tout ça, le pétrole et l'impact socio-économique mondial, ma question est, en pourcentage, est-ce que les hypothèques et les crédits en général vont augmenter? » Oui, Oui, c'est-à-dire tout va être impacté? tout va être impacté. La question, c'est que ça dépend aussi de la façon dont tu as ton hypothèque, n'est-ce pas? Si ton hypothèque est, eh bien, à certains taux fixes qui ne vont pas augmenter, eh bien, il n'y aurait pas de raison que ça augmente, n'est-ce pas? Donc ça va aussi dépendre de la façon dont tu as négocié. L'idéal, c'est toujours de se poser cette question avant, n'est-ce pas? Avant de s'engager dans une dette. Espérons que ce ne soit pas trop difficile. Ça va affecter davantage l'Asie en théorie, puis l'Europe en deuxième lieu, et les États-Unis en troisième. Mais oui, malheureusement, ça peut effectivement avoir un impact. Donc il faut garder l'esprit prêt à se dire « Bon, si ça nous affecte, il faudra s'adapter d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Il faut rester vigilant à ce sujet. » Ils disent qu'en ce moment, ils signalent que de nouveaux lancements de missiles ont été interceptés de l'Iran vers Israël. En ce moment même, cela se passe. Ils viennent de le mentionner il y a 15 ou 20 minutes. C'est-à-dire que, eh bien, je ne sais pas si l'interception a déjà eu lieu ou s'ils sont juste en train d'arriver. Mais on vérifiera à nouveau tout à l'heure, non? Oui. Oui, c'est Roble qui va s'en charger, ce sera Roble. Et aussi, dit Brezeka, même s'ils veulent déjà en venir aux mains, Ah, ils ont montré que ce n'était pas un match amical, oui. ce n'était pas amical. C'est amical, mais on pense déjà à la Coupe du Monde. Oui, ce n'est plus si amical, n'est-ce pas? Dit Tapatia, vous avez vu la protection pour l'équipe du Portugal? Oui, nous l'avons vu. Impressionnant. Et c'est curieux, non? Parce qu'au final, ils étaient à Tepito. Oui, oui. Tu vois, les joueurs, C'est plus du spectacle qu'autre chose. Je me sens tellement en sécurité. je pense que c'est bien. Je veux dire qu'on le montre. Oui, je pense que oui, qu'on montre qu'il y a de la fermeté sur ce sujet. Que no- Ne dites pas qu'il a manqué de sécurité. Dites plutôt qu'il y en avait trop. C'est mieux que de dire qu'il en manquait. Mais il traînait à Tepito, je veux dire l'équipe nationale, il y a 2-3 jours. Oui, il y a quelques jours, ils étaient là-bas et ils ont même fait un petit match avec les gars de Tepito. Tu te dis, eh bien, c'est bien, je veux dire, ça m'a semblé bien, oui, ça m'a semblé bien. On voit qu'ils se sont amusés. Et qu'on enlève aussi ces mythes et légendes. Je veux dire, oui, je ne dis pas que le quartier de Tepito n'est pas dur, non, mais évidemment aussi, beaucoup, c'est, eh bien, la réputation qui s'est créée, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il ne lui arrive rien. Tu ne vas pas te promener là-bas tout seul la nuit, non, bien sûr, mais bon, c'est un quartier populaire, c'est aussi un quartier. Eh bien, il a quelque chose de très emblématique, exactement. Et il est devenu très populaire. Pour le tourisme, Pour le tourisme, pour avec son... Enfin, beaucoup d'entreprises, enfin des commerces qui vont là-bas pour acheter en gros... Non, en gros, oui, en gros, pardon, salutations à Warner Glory et salutations à Dupe depuis Valence, Espagne. Comme nous savons qu'aujourd'hui en Espagne, l'heure d'été entre en vigueur, les horloges ont été avancées. Maintenant, nous profitons de journées plus longues et plus lumineuses. Salutations, Warner. donc, alors, nous avons ici, nous avons toujours environ 7-8 heures de différence. Alors, voyons, d'Espagne, heure de Madrid, on va mettre salutations. Salut à Guillermo Escobar, dit-elle. 5 heures du matin, donc ça fait 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait déjà 8 heures, donc il y a 8 heures de différence en ce moment. Dit Guillermo. Attention, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA? Que vous êtes votre propre film de fin du monde avec une histoire d'introduction. Pépé dans le jeu, on l'appelle pour y aller ensuite. Salutations, salutations, salutations. À mon idée de qui je suis, il dit, eh bien, tu sais déjà qui tu es, qui es-tu? Salutations à Abdoulia, aussi à Anna Hughes, qui dit, je m'en vais, prenez bien soin de vous, que tout se passe bien pour toi, Anna Hughes. Merci beaucoup. Salutations. Salutations, Anna, salutations, merci beaucoup, Anna, pour ton soutien. Ophé dit, c'est dommage, j'espère que les guerres finiront bientôt, plus jamais, dit Ophé. Donc voilà, eh bien, les guerres et la polarisation et tout ça. En gros, que des dépenses, dit Tapatia. Je sais. Salutations à Eugenio Feliciano qui dit, bonsoir la famille depuis Porto Rico. Comment vas-tu, Eugenio? Salut Eugenio, comment vas-tu? Salutations, Aida Hernandez. Elle dit qu'il y a eu un décès, oui, quelqu'un est tombé, il s'est jeté, c'est-à-dire le monsieur, c'est étrange qu'il soit allé jusque-là, jusqu'au sommet, c'est fini.
Il restait 1 minute avant que le match ne commence. Non, mais c'est parce qu'ils arrivent des heures à l'avance et ils entrent. Ils entrent tôt. Très bien, ils sont là depuis très tôt. Et certains arrivent déjà bien éméchés en voiture, c'est-à-dire que certains le font parce que ça leur revient moins cher. Donc ils arrivent déjà un peu pompettes, et ensuite, En plus, le but final, le coup final, oui, très bien, il a trouvé ça facile de descendre le deuxième, du deuxième, le niveau selon lui. D'un autre côté, et donc, les témoins là-bas affirment cela, mais rien n'est confirmé. Il dit qu'il y a un excellent terrain à Tepito. Il dit « Ah, regarde, c'est génial, c'est génial. » Il dit « Eh bien, ils disent bon qu'il y a eu un... Comme ça, oui, oui, il y en a eu un. Oui, exactement. salutations à Ruben Williams ainsi qu'à Hofe, Il est aussi ici. Salutations. Francisco Arce, Oui, comment va Francisco? Eugenio, bonjour, salutations. Yeguito JCC. L'autre jour, Yeguito nous demandait, oui, quel endroit tu nous recommanderais? Quel endroit nous lui recommanderions de visiter ici, à Monterrey? Ah, regarde, si tu aimes ça, moi, mon ami, si tu aimes marcher ou faire du vélo, je te dirais, fais le parcours du Paseo Santa Lucia en bateau. Oui, ensuite tu vas à Fundidora. Il ne loue plus de vélo, mais tu y vas quand même. Tu vas à la cinémathèque, la pinacothèque, au musée de cire, tu visites tout ça. Si tu viens le week-end, vérifie ce qu'il y a à Sintermex, et là même il y a Sintermex, et c'est là qu'ils font les conventions. Contrairement à la Comiconica, actuellement ce n'est pas possible. Donc si tu viens maintenant, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a El Pal Norte, qui est une série de concerts, donc, eh bien, mais si tu viens quand il n'y a pas Pal Norte, eh bien c'est bien. C'est génial, tu prends le petit bateau qui t'emmène là-bas, tu fais le tour et tu peux y passer la journée sans tout finir. Et ensuite, tu peux revenir avec le même petit bateau, parce que le paiement est pour l'aller-retour, oui, c'est un billet aller-retour, et tu reviens. Au centre, il y a aussi d'autres musées et restaurants. Donc en un week-end, tu ne pourras pas tout visiter car il y a trop d'endroits à voir. Il y a de nombreux endroits à découvrir. Et non, tu n'as même jamais eu besoin de prendre un taxi. En fait, tu peux tout faire à pied. Fondidora, si tu aimes marcher, il y a plein d'endroits où aller. Et puis là-bas, sur le petit bateau, il t'emmène au centre, et depuis le centre, tout est aussi accessible à pied. Donc voilà, c'est ça, non? Il y a le musée Marco, il y a, mon Dieu, si tu aimes les musées, mais si tu préfères plutôt faire du shopping, il vaut mieux aller dans le quartier de San Pedro. Il y a plein de centres commerciaux là-bas, il y a Plaza Fiesta, Saint-Agustin, qui en fait sont comme 3 ou 4 centres commerciaux collés ensemble, tous, tu vois. Donc même là-bas. Si tu aimes faire du shopping et que tu aimes cette ambiance, eh bien voilà, il y a des restaurants et tout ça, des cinémas et tout, et puis tu passes toute la journée au frais. Comme ça, si tu n'aimes pas la chaleur. Quoi d'autre? Un autre endroit, si tu veux vraiment jouer les explorateurs dans le style Nuevo León, eh bien voilà. Là, tu peux aller à la Huasteca, tu peux aller à Chipinque. Il y a un musée de grottes. Les grottes de Garcia sont très bien aussi. Mais il y a un musée que presque personne ne recommande, c'est-à-dire presque personne n'en parle parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est le musée. Celui qui est à Mina, il est un peu loin, il est dans le désert, c'est un musée, il est dans le désert et c'est un musée là-bas, mais il est bien sympa, c'est-à-dire il est petit, mais c'est presque tout. C'est-à-dire le musée a été installé sur le site comme un lieu sacré pour les indigènes, d'un groupe indigène, disons, natif du Nord. Non? donde tienen ciertos como Des peintures sur les montagnes ou sur les rochers. Et tu marches par là, tu vois tout ce qu'il faisait. Celui-là, il est vraiment sympa parce que c'est quelque chose de très unique. Là, oui, c'est vraiment fait. Oui, c'est monter des collines. Chipinque, Ah oui, c'est monter des collines. Chipinque, c'est vraiment génial. Et c'est comme ça. tu es du genre à grimper, oui, à grimper des parois, la Huastec, c'est mieux. Là-bas, il y a même des gens des États-Unis qui viennent, en fait, tout le monde vient grimper à cet endroit. Oui, Mais si c'est pour marcher sur différents sentiers, Chipinque est là, oui. Renseigne-toi bien parce qu'il y a de très bons sentiers. Oui, beaucoup. oui. Je te recommanderais d'aller jusqu'à El Pinal. C'est un sentier où tu auras la vue sur Monterrey. Très sympa en fait, oui. Si tu le fais depuis l'entrée, ça fait environ 10 km à l'aller, donc ça fera entre 14 et 20 km aller-retour. Oui, c'est pour la journée, surtout si tu y vas doucement. Mais c'est vraiment bien, ce parcours est vraiment bien, c'est ça, et non, là tu ne montes pas, c'est juste de la marche, de la marche, de la marche, mais c'est long, alors tu pars avec ton sandwich, ton déjeuner. Il y en a plusieurs, il y a comme 2 arrêts avant d'arriver jusqu'au Mero Pinal, et au Pinal, eh bien, il y a pas un observatoire, mais c'est presque un observatoire. Parce qu'il y a comme une petite maison où tu ne peux pas monter, il y a, je ne sais pas, des antennes de... Je ne sais pas ce que c'est là-bas, qu'est-ce que c'est, cette petite maison avec des antennes.
Et ça, au sujet des gardes forestiers Mugarde forestier, oui, Mugarde forestier. Ok, bon, il y a ce... et le climat, non? Je pense aussi que oui. Bon, voilà, cet endroit est vraiment bien, et en ce moment, si tu venais maintenant, c'est une période idéale. Parce qu'il ne fait pas la 45-50 degrés presque, tout est encore idéal pour se promener. Et en plus, il y a la forêt. Donc si tu y vas tôt, eh bien, tu ne te fais pas trop attraper par la chaleur. C'est mon Sí. bolito. Sí. Y hay osos, sí, sí hay osos. Oui, pas de problème, il faut juste ne pas trop s'approcher, mais tu peux en croiser. Des ours. Je perds mes lentilles de contact. Des ours. Comment s'appelle l'autre coati? Coatis, cerf avec la biche blanche, cerf. Eh bien, beaucoup d'écureuils, écureuillons et pécaris, qui est comme un petit sanglier aussi. Oui, il y en a aussi plus. Quoi d'autre? Rien d'autre. Et il y a beaucoup de gardes forestiers. C'est tout. Va très tôt, parce que oui, quand ils ferment, je crois que c'est à 19h, et là, oui, ils te mettent même une amende si tu ne sors pas, c'est tout un truc là-bas. Donc oui, il faut juste respecter. Il faut être dehors à 19h, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui arrivait à 18h, et les gardes forestiers doivent attendre que tu partes. Et là, ils te font à la Loma. Et si tu sors à 22h, eh bien, ils peuvent te mettre une amende. Donc oui, c'est un peu compliqué, ils sont devenus plus stricts, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui abusaient avec ça, alors il vaut mieux y aller très tôt. Bon, cet endroit est vraiment bien, il dit. Tant que ça ne te fait pas défaut, eh bien non, en fait, il n'y a pas vraiment de secret. Parce que tout le versant est toujours tourné vers la ville, en gros, donc... Il y a toujours des gens qui marchent. Il y a toujours des gens qui marchent, donc non, les itinéraires ne sont pas compliqués. Je pense que oui, un GPS, ce n'est pas mal. Non, ce n'est pas mal. Il me dit... Je crois que j'ai demandé... Bon, merci beaucoup. Il dit, tu vas y aller? Oui, tu vas venir. Alors, super, bonne chance. Et si tu as un doute, eh bien, tu nous écris, tu nous envoies un message ou quelque chose, et sur Telegram, on vérifie toujours. Quelqu'un vient de Monterrey et a un doute, quelque chose, il envoie un message. Eh bien, je veux dire, si on peut, on répond, si on sait, on répond. Non, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on met d'autre? Salut, écoutez, je disais que ce monsieur-là de l'Azteca, lui, l'accompagnateur, il dit qu'il s'appelle Adrian Gomez, il a 26 ans, il est très jeune, un gars, il lui est venu à l'esprit qu'il devait aller aux toilettes, non, mais il a eu envie d'y aller. Et il a vu qu'il y avait beaucoup de monde pour descendre, alors il a dit, un Jessou. Je descends par le mur parce qu'il y a un mur un peu incliné pour arriver au premier niveau, alors je m'accroche là, et puis évidemment, non, je ne tiens pas le coup. Comment t'es venue cette idée? Tu crois réussir, mais il est tombé de 14 mètres. C'est classique. Il pensait que ce serait facile. Ce n'était pas facile pour lui, il croyait pourtant que ça le serait. Il dit « Je veux voir l'ours. Au feu, salutations. » Salutations au fait, très bien. Les deux d'ici ne le sont pas, non, heureusement, parce que sinon... Si grand. Si grand, même si parfois ils en ont attrapé quelques-uns, parce qu'ils descendent parfois dans certains quartiers. Et il y en a qui sont vraiment costauds, bien gros et assez grands, pas géants comme les grizzlies ou comme les ours russes, Novak il s'appelle, non, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus comment s'appelle l'ours russe, mais oui, il y en a qui sont assez dodus, il dit. Diguito, franchement, je pense avoir posé la question au meilleur. Il faut... C'est... Dice, Il dit salutations, Rublos, très bien. Il dit un pauvre gars qu'il repose en paix. Eh bien oui, c'est comme ça que ça se passe. Alors écoutez, on y va, non? Bon les gars, souvenez-vous qu'on est sur WhatsApp et aussi sur Telegram. Là-bas, on envoie des notifications, mais on est aussi sur Facebook, sur X et sur Insta. Bon, et Insta... Merci beaucoup. Eh bien, s'il y a une autre mise à jour, on reviendra plus tard. Alors passez une très bonne journée. Ce week-end, si vous pouvez voir ce film, si demain on en a un autre, parce que pour beaucoup c'est les vacances, alors on va essayer de recommander quelques autres séries, films. Voyons ce qu'il y a d'autre par là. Énorme accolade. Recommandez-nous aussi quelque chose d'intéressant à regarder. Salutations chaleureuses, portez-vous bien, on se voit demain. À bientôt. Interrompimos. Programmation habituelle? Merci pour... D'avoir syntonisé la vérité. Ici, c'est Pépé en direct. La vérité est intense, dure, l'insolite est réelle, pure. Ici, nous l'analysons avec une perspective globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne Pépé en direct, contrôlant le signal Pépé et Astrid, disant la vérité. Journalisme brut, ici, on respecte ça. Active l'alerte, ne perds pas la trace jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur, on fait l'appel. Abonne-toi.
Pépé en direct à la maison. Un